Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review du chapitre 1062 de One Piece. J'aurais dû sortir la vidéo hier, mais entre les différences, entre les traductions de chapitres, selon les endroits et tout le boulot de récolte d'informations, je vous avoue que ça m'a un peu paumé. Eiichiro Oda nous propose un chapitre qui amène l'intrigue de l'arc à bord du navire du gouvernement mondial, qui se rapproche avec à son bord le Cypher Pole Zero, et surtout un Bartholomew Kuma Jr. qui interpelle, intrigue forcément, mais pas que par ses 4 mètres de hauteur à 10 ans, ça c'est encore autre chose ça. Découverte du laboratoire en avance de 5 siècles sur le reste du monde, Vegapunk et ses cyclones, alliés ou ennemis, quel est le plan du gouvernement mondial pour tuer ce redoutable scientifique, pour qui rien ne semble impossible, et surtout, qu'est-ce que l'auteur veut nous proposer en alignant dans l'arc Jewelry Bonnie, laissé pour compte par le gouvernement mondial, qui a pris son père Kuma comme cobaye depuis nombre d'années. Quel est le lien final entre Kuma et Vegapunk, leur accord secret? Tout ça nous sera-t-il révélé dans l'arc Egghead, avec la présence du père et de la fille, ainsi que d'un homme qui en sait beaucoup trop pour rester en vie. Comme d'habitude, je vais retracer avec vous les éléments du chapitre sans détour dans un premier temps, avant de m'attarder sur des points plus essentiels dans la trame principale, mine de rien. Malgré un manque de peps comparé à du Onigashima qui nous habitue à de la bagarre toutes les semaines, là on va essayer d'être un peu plus tranquille, posé, un peu comme l'arc qui se veut beaucoup plus posé. Il y aura peut-être moins d'action, mais il y aura beaucoup plus d'éléments de réponse. Parce que Onigashima finalement ça n'a pas répondu à masse de choses. Tu vois. Allez, on y va, let's go. Le chapitre s'ouvre sur le final de l'évasion du Whole Cake Island Jarma Double Six, plus chez Arclone, donc on est sur la page de couverture, alors qu'on ne pouvait déjà constater les dégâts, donc château renversé, etc., des choses qu'on pouvait constater. Chocolate Toyn semble avoir entièrement été pris dans ce qui semblait être de la glace. Est-ce que Barbe Noire envoyait Okiji ramasser le poneglyphe qui se trouve encore être dans le château de Big Mom pendant que les deux commandants encore en place se battaient entre eux, donc Oven et Katakuri? Il est fort probable que l'empereur dégueulasse Stitch veuille passer la vitesse supérieure et se soit arrangé pour intervenir sur plusieurs tableaux. Amazon Lee, Whole Cake Island, etc. La course One Piece s'accélère et chacun fait ses préparatifs pour la prophétie du regretté Barbe Blanche qui à Marineford déjà annoncé la guerre totale qui allait déchirer le monde. À Aokiji, sa présence reste une hypothèse, car sans confirmation, mais c'est une hypothèse qui se tient quasiment à 100%, rien qu'au vu du type de dégâts subis. De la glace partout, un Mr Freeze, seul possesseur du fruit assez cheaté pour balancer un tel déluge hors saison. On bascule directement sur l'interaction qui nous a tous pris de court à un chapitre précédent. Vegapunk numéro 2, donc Vegapunk machin 02, se révèle être une femme, provoquant à la fois la perversion toute puissante de Sanji, qui je vous rassure a toujours été comme ça, faut pas s'inquiéter, faut pas s'étonner de son manque de sérieux, il sera toujours red dingue des femmes. On a tout autant l'admiration du côté de Franky, Usopp, qui en tant qu'ingénieur de l'équipage, reconnaissent là une véritable divinité qui leur fait face. Mais un retour en force à la réalité par l'archéologue, qui ramène tout en finesse le curriculum vitae de Vegapunk sur la table, et affirme sans se tromper que Vegapunk, jusqu'à son véritable corps, n'est pas celui de cette jeune femme. Zoro fidèle à lui-même, prêt à dégainer, lâcher un Iaido des familles à la moindre offensive, un vice-capitaine qui s'affirme par du sérieux de la force, comme on l'attend de lui. Je sais que les réactions de fanboys de certains Mugiwara ont gêné une partie de la communauté, que ce soit dans ce début, dans la suite de ce chapitre. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve ça cool qu'ils gardent leur identité, qu'il y ait un peu de fun, qu'il y ait un peu de relâchement, tu vois. Dans ces situations extraordinaires, ils gardent leur naturel et c'est ce qu'on attend d'eux finalement. On les admire, on les suit depuis plus de 20 ans, et je trouve que moi justement, toute cette diversité de réactions à la présence du scientifique nous permet d'aborder la scène avec plus comment dire, plus d'ouverture d'esprit, de diversité. Ça nous donne le sourire, enfin il change pas d'un poil, c'est quand même dingue. On revient directement sur le chapitre. Lilith, Vegapunk numéro 2, a un côté très fourbe, très joueur et me rappelle énormément de Nami dans sa manière de taquiner et d'aller chercher les thunes. Ça fait un peu premier arc, vous voyez Romance Dawn, où Nami pillait des gens avec le petit sourire là de la château voleuse. Mais contrairement à l'exemple, elle nous déploie une armée de monstres marins pour donner un coup de pression qui est renvoyé par les deux goths de sérieux, Zoro, Robin, les deux goths du navire. Ce duo me foudroie d'admiration, vraiment une complémentarité de dingue et un charisme à en faire pâlir plus d'un. Et c'est finalement Shaka, non on n'est pas dans Senseiya, qui par l'intermédiaire d'un transmetteur qu'ils ont en commun va arrêter Lilith. Shaka c'est le Vegapunk numéro 1.
et lui faire analyser la situation pour la désamorcer, annonçant qu'il éprouve de l'intérêt pour l'équipage du Yonko, mais surtout qu'elle a à portée de se faire one-shot par Zoro. Et c'est là que Zoro, de manière inattendue et de manière très sérieuse, nous lâche un petit missile, tu vois, de narration. Serait-ce ce que Chopper cherche à résoudre depuis des années sans résultat? Serait-ce le remède unique qui empêcherait enfin Zoro de devoir agresser les passants pour pouvoir arriver à temps à un point donné sur la carte? Peut-être avons-nous là l'ultime réponse d'Eiichiro Oda à la question équivalente au mystère de l'univers. La demande de création d'un GPS intégré pour le sabreur. Bon, honnêtement les gars, plus sérieusement, je crois pas à un boost de puissance ou autre demande de ce type. Zoro a bossé manuellement toutes ces années à la sueur de son front pour acquérir son potentiel. Ce n'est pas pour demander à Vegapunk de rendre ses lames noires permanentes par une formule magique. N'oubliez jamais qui est Roronoa Zoro et comment il arrivera au sommet de son art. Par sa force, la motivation, l'honneur et la détermination, c'est tout. C'est la formule magique, tu fais un gâteau, c'est pareil. Il y a un monde où simplement il va demander à Vegapunk un remède pour guérir les gens du village de... Comment ça s'appelle? Vous savez à Wano, le village des pauvres là? Je sais plus comment il s'appelle. Si quelqu'un peut m'éclairer l'esprit. Peut-être leur guérir les effets du smile. Parce que le smile, mine de rien, il est pas guéri les gars. Je pense que l'arc Wano, rien que pour ça, il est pas terminé. On va savoir ce qu'il nous prépare en tout cas, mais c'est l'une des pépites de ce chapitre, honnêtement. On bascule sur le groupe de Luffy, qui s'infiltre dans le laboratoire de Vegapunk en souterrain visiblement. Kuma est donc bel et bien le père de Bonnie, c'est confirmé à 100%, et la présence de la fille n'est là que pour demander des réponses à Vegapunk. Pourquoi Kuma est-il devenu, en pleine conscience et consentement de sa personne, une arme sans émotion, sans conscience, en ayant un enfant et un royaume? On en apprendra vite davantage, et je pense que c'est le cœur même de l'arc, cette relation père-fille, et cette relation Kuma-Vegapunk, dont les réponses seront liées à la trame et au gouvernement mondial. Une machine à McDo automatique. Vegapunk a tout compris, et moi je lui file ma CB, je lui file mon PayPal, faites pareil. Hein. On veut nos Vega Burgers, les Vega Cola près de chez nous. Moi je veux me taper un menu Maxi Best of Vegapunk. Ça faut le faire, faites un don. Ouais, poursuivons. Poursuivons, je suis en train de péter un plomb. La technologie à perdre de vue des hologrammes. Une île tropicale en plein milieu d'un désert hivernal, ça c'est incroyable. Et c'est ce que nous procure Vegapunk numéro 6, qui représente cette fois le désir du scientifique. Des financements manquants, mais une imagination à toute épreuve. Attends, t'as lâché un gant électrophotonique là, t'as dégommé un hologramme. Mais qu'on est vraiment dans le 27e siècle, même chez nous ça n'existe pas. On ne peut qu'être admiratif devant un tel génie qui se révèle être un danger extrême pour chaque camp finalement. Enfin, je veux dire, Vegapunk est capable de créer des séraphins. Vous savez le petit séraphin Mihawk de 10 ans qui a mis en sueur l'empereur de 45 ans, tu vois. Enfin, il y a un problème. Hein. Et qui dit danger, pour le gouvernement, pour l'équilibre mondial, vous connaissez le dessin maintenant, dit modération. Car c'est au quart de tour que le Gorosei et Im-sama, probablement, envoient Lucci, Kaku, Stosi, oui, je sais plus comment ça s'appelle, pour se débarrasser de Vegapunk. Mais ce n'est pas tout. Ils ont vécu l'enfant à problème. Et ça c'est très important, l'enfant à problème. Bartholomew Kuma version Séraphin PX nouvelle génération. Kaku le prof nous explique rapidement que Vegapunk, par excès de travail, a créé 6 satellites, donc 6 clones, pour répartir le boulot. Des clones faits à partir de soi, chacun représentant un trait de personnalité. On est là mes amis dans une parfaite illustration de Fullmetal Alchemist, avec le petit être dans la fiole. Rappelez-vous du manga, si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Quittez cette vidéo, allez le voir tout de suite. Je m'en fous de la je suis même pas monétisé en plus. Allez le voir, dépêchez-vous. Donc avec le petit tête dans la fiole, replié dans son coin et laissant agir ses créations, issues de lui et de sa propre vie, de sa pierre philosophale. C'est quand même très ressemblant, on va pas se le cacher. Qu'est-ce que j'ai pensé du chapitre finalement les amis? Bah écoutez, moi c'est une belle introduction pour moi, hein, un amorçage d'intrigue. Cette fois ça va pas tourner autour de Luffy, Zoro, tu sais on va pas avoir un Marineford ou un Enies Lobby où il y a du combat je pense. Ça va tourner autour de Kuma, Bonnie, Vegapunk, et ça va nous apporter une multitude de réponses. Bah déjà quant à la déshumanisation de Kuma, c'est quand même quelque chose d'incroyable, et qui nous a bassiné depuis Thriller Bark, donc à un moment faut peut-être répondre à ce genre de questions, et surtout que ça a l'air d'avoir une grande importance pour la suite. Et croyez-moi, si Kuma
il a été séraphanisé et qui se trouve sur Egghead comme par hasard au moment où Bonnie y est, avec Vegapunk, c'est pas pour rien, ça nous réserve des petites surprises. Voilà. Bah écoutez, on va passer à la partie 2 tout de suite. Préparez-vous, c'est parti pour le petit résumé du chapitre et des intrigues à venir. Le retour d'Aokiji, point 1, se fait bien silencieusement, mais c'est un point à relever quand même. Ça a été fait en page de couverture. D'habitude, on jette ça à côté, mais ça, faut le garder, c'est très important. Déjà, on sait ce qui arrive à Whole Cake Island, on sait ce qui arrive à Katakuri Oven, on sait ce qui arrive au Jarma, à César. Et ça, je pense que c'est Oda, il a pas forcément le temps de tout raconter. Donc en fait, ce qu'il va faire, il va faire une partie d'histoire dans les SBS, donc les SBS du tome qu'il faudra bien lire, parce qu'on aura des éléments de réponse du manga. On aura l'histoire principale, les pages du chapitre, et on aura ces pages de couverture complémentaires qui va nous apporter des éléments de réponse, et là, on arrive dedans. Après une rapide apparition à Punk Hazard pour sauver Smoker de Doflamingo, on s'en souvient, Monsieur Freeze, j'aime bien m'appeler Monsieur Freeze, se révèle être plus actif que je le pensais, et va carrément geler Whole Cake Island, Chocolate Town, sous le pavillon de Barbe Noire. Big Mom n'est plus, elle a été cannée à Wano, et le territoire militaire de l'empereur va nécessairement être visé par Lyonko grassouillé. Ils étaient 3 sur Amazonili, ce qui laisse penser qu'ils se séparent pour couvrir plus d'objectifs plus rapidement. L'arc final approche, le poneglyphe qui se terre à Whole Cake est donc désormais en possession de l'empereur grassouillé, sans compter un ajout de force militaire, suite à cette nouvelle conquête, affaire à suivre. Deuxième point, Vegapunk se révèle être si dangereux que le gouvernement mondial veut sa peau et garder ses créations et laboratoires. Très important. Et moi je jette pas le McDo. Moi il jette le McDo, je vais à Marie-Joie, je botte le cul de him. Cyclone ou satellite est forcément un véritable corps planqué quelque part. Comment le Cypher Pole va-t-il s'y prendre pour assassiner tout ce beau monde sur leur propre terrain? On rappelle, le Cypher Pole ça doit être le Cypher Pole. Ils vont rentrer dans un laboratoire qui doit être contrôlé intégralement à la voix par un gars qui a 500 ans d'avance technologique. Enfin, je veux dire, ça se trouve, t'as un robot de 30 mètres, il va les choper, tu vois. C'est élimination, voilà. Donc comment l'élimination va se faire si elle se fait, j'ai quand même quelques doutes. Je pense que, quand on regarde rapidement, on a Lilith, Vegapunk numéro 2, se retrouve démunie face à Zoro et Robin hors de son robot combattant. Je pense que chaque Vegapunk n'est pas forcément taillé pour le combat, ce qui ouvre les portes à un assassinat discret. Je rappelle rapidement que le métier de Cypher Pole, donc le Cypher Pole 9 et 0, qui est spécialisé dans l'assassinat, c'est pas Marineford, c'est pas Enies Lobby, c'est plutôt des éliminations discrètes. Par exemple, là, à Enies Lobby, le Cypher Pole 9 était employé comme garde du corps, bien loin de leurs affectations ordinaires. La question maintenant, c'est de se demander pourquoi le gouvernement mondial veut éliminer un aussi gros atout intellectuel. Vegapunk a-t-il un lien avec l'arme qui a ravagé Lulusia? En sait-il trop? Est-ce qu'il a menti au gouvernement mondial pour la copie du fruit de Kaido? C'est peut-être pour ça. Les réponses peuvent être variées et nombreuses. Mais une chose est sûre, Vegapunk est un être dangereux, et en tant qu'être dangereux, c'est nécessaire à un moment de soit l'emprisonner, ce serait le plus logique, ou soit de le tuer, et je trouve ça un peu con. On y reviendra. Avec le Cypher Pole, du coup, se trouve Kuma, modèle Séraphin Junior. J'ai ma propre théorie sur ce personnage que je vous exposerai demain ou dans quelques jours. Ça va être une vidéo travaillée, donc je vais essayer d'y mettre le temps et l'énergie. Mais je peux vous dire que la présence de Séraphin n'a rien d'anodin, et va même jouer un rôle primordial pour le développement du personnage de Kuma, de Vegapunk et de Bonnie. Allié ou ennemi? La réponse est allié à Vegapunk, car s'il est un enfant à problème pour le gouvernement, c'est qu'il leur obéit pas. Mais son créateur, là c'est complètement différent, c'est un ordre de priorité différent, et il devrait pouvoir lui obéir. Et encore, je vous cache quelques trucs, pour le moment j'ai pas envie de vous spoiler le contenu, mais je vous garantis, vraiment ça va être de la tartine. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, ça va venir. Et voilà qui conclut ma petite review. Moi je me suis mis bien, et j'espère que vous vous êtes mis bien aussi. Du chapitre 1062 pour l'instant. Je pense sortir une suite qui va vous être dévoilée très rapidement, mais je vous en dis plus. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous chante pas le refrain de YouTube, commentaire, like, tout ça. Filez-moi vos CB quoi. Qui a parlé. Et on se retrouve rapidement pour du nouveau contenu. Salut les gars.